T'es un vampire, Michael. Mon propre frère est le bon dieu de saloperie de vampire. Et tu vas voir ce que dira maman quand elle rentrera. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Pour ce second épisode, nous retournons droit dans les années 80, les mulets, les synthés et les saxophones, puisque nous allons parler de The Lost Boys, alias Génération perdue en France, réalisé par le réalisateur culte Joel Schumacher en 87, avec à son casting Corey Feldman, plus connu pour son rôle dans les Goonies, un jeune Kiefer Sutherland qui a aussi eu une carrière assez incroyable par la suite, et Jason Patric qu'on reverra dans des films un peu moins incroyables comme Speed 2. The Lost Boys raconte l'arrivée d'une petite famille composée d'une mère célibataire et de ses deux adolescents dans la ville côtière de Santa Carla, où règne un groupe de bikers vampires qu'un des adolescents de la mère célibataire rejoindra pour séduire une des membres de leur groupe. Pendant qu'il commence à se métamorphoser en vampire contre son gré, son petit frère fait alliance avec un duo de chasseurs de vampires amateurs pour traquer le chef des vampires et lui casser la gueule. Je suis Romain Plourde du Bistrot de l'horreur sur Filmo TV et chroniqueur dans l'horrible podcast Shitlist, et je suis accompagné de mes fidèles tueurs de vampires préférés, Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Hello. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Et Dario du podcast Plan Plan. Salut. Alors, vu qu'on parle d'un film un peu plus culte que notre dernier épisode sur Evil Dead Rise, est-ce que vous le connaissiez avant, ce film, Mathieu ? Alors moi, je vais pas te mentir, je l'ai vu pour la première fois il y a 2 jours. Yes. C'est un film, je tournais vraiment autour depuis très 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 longtemps. Et Ouais. je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé d'ailleurs. Mais je l'ai découvert donc ouais très très récemment quoi. Donc c'est tout frais. C'est vrai que c'est un film qui est assez culte. En France, ça a moins marqué qu'aux États-Unis. Pour le coup, là-bas, c'est une institution. Il y a eu des suites, il y a eu des comics, limite devenu un projet transmédia. Alors, des suites, c'est un grand mot. On reviendra dessus plus tard, je pense. Mais ok, toi, Lily, du coup, tu connaissais un petit peu ? Alors, moi, je l'ai vu quand j'étais petite. Je devais avoir 8-9 ans. Je crois qu'on l'avait loué ou qu'il était passé à la télé. Mais alors, je m'en souvenais absolument pas. Donc, je l'ai revu hier soir. Voilà. Comme une vraie podcasteuse, c'est nickel. Mylène ? Moi, c'est un film doudou. Je l'ai vu quand j'étais petite. Je pense, pour tous les Halloween. Et souvent en double feature avec Vampire, vous avez dit Vampire. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Oh, tellement. Donc, il y a la carte doudou, directement, là aussi. Oui. Amélie ? Alors moi, pourtant, j'ai une vraie passion pour les films de vampires crypto-queer avec des adolescents, mais celui-ci, je ne le connaissais pas, donc je l'ai découvert pour le podcast il y a 2 jours. Parfait, du coup, que des avis frais. Et toi, Dario ? Alors moi, un peu comme Mathieu, je le connaissais sans jamais l'avoir vu, sauf que moi, du coup, je l'ai vu aujourd'hui. c'est nickel. Moi, je vous avoue que je le connaissais aussi depuis des années. Je connaissais surtout sa musique, qui est culte et qui résonnait souvent dans mes écouteurs, sans avoir vu le film. Je l'ai vu il y a 1 an, en fait, sous les conseils d'une amie sur Twitter, et depuis, je suis un peu tombé fan. C'est moi qui ai choisi ce film pour l'épisode d'aujourd'hui, pour les auditeurs et auditrices. Donc voilà. Et du coup, qu'en avez-vous pensé, Mathieu ? Bah écoute, j'étais dans l'ensemble agréablement surpris parce que quand le générique a démarré, j'ai vu Richard Donner, le nom Richard Donner apparaître à l'écran. Je me suis dit, tiens, dans mon souvenir, c'était pas lui qui faisait le film, mais bon, pourquoi pas, enfin, ça peut être très bien. Et après, j'ai percuté qu'il était juste à la production et qu'en vrai, le réalisateur du film, c'était Joel Schumacher. Là, j'ai fait, ah putain, ça risque de piquer un peu. T'aimes pas Schumacher ? Je suis pas très fan de Schumacher. J'aime certains de ses films, mais c'est ceux que la critique aime bien, tu vois. Enfin, c'est ceux qu'on cite tout le temps. Batman et Robin. Ce que j'allais dire, Romain, putain, tu m'as battu. Non, c'est plutôt chute libre et fun game, tu vois. Et du coup, les premières minutes, j'étais un petit peu méfiant, et plus on avançait dans le film, et plus je me rendais compte que le film était très bon. Je crois que c'est le 4e film que Schumacher réalise. Et même si, je pense qu'on en parlera un petit peu après, je trouve que le film a un petit peu le cul entre 2 chaises. Je comprends parfaitement que le film a pu devenir très très vite culte et est devenu une espèce de référence un peu doudou pour les ados ou les post-ados qui l'ont découvert à l'époque. Parce qu'en vrai, avec le recul, maintenant que j'y pense un petit peu depuis quelques heures, là, c'est vraiment un film que j'aurais aimé découvrir quand j'avais
quand j'avais l'âge requis, quoi, quand j'avais 15-16 ans, quoi. Donc c'est bonne surprise, très très bonne surprise. Ça fait partie de ces films de vampires des années 80 qui ont une espèce de petit truc très années 80, quoi, très très rétro, mais qui même s'il y a un côté un peu kitschouille, les années 80. Dès l'intro, avec on parlait de saxophone tout à l'heure, Tim Capello sur la plage, là en transpire en train de jouer du saxophone. C'est bon. Incroyable. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Et pour moi, il inaugure un peu les années 90 et je pense qu'il fait partie des films qui ont influencé le vampire moderne des années 90, les trucs genre Buffy contre les vampires, Underworld, où t'as des vampires en cuir vachement cool. Voilà, je trouve ça... Un peu queer aussi. Je trouve ça préfigure un peu le truc. Vous pouvez spoiler au passage, hein, c'est un film sorti il y a 40 ans quasiment, donc les spoilers, en vrai, ça va. Je pense que l'idée c'est aussi de donner envie aux gens de voir le film, donc n'hésitez pas à y aller. Alors la transition est marrante parce que t'as dit le podcast c'est pour donner envie aux gens de voir le film. Moi j'ai pas du tout aimé le film. Yes. Donc la transition est folle quoi. Non, moi je suis pas du tout fan de Joel Schumacher. Je trouve pas qu'il ait attention au take. Je trouve pas qu'il ait spécialement de talent. Même Fun Game, je trouve ça plutôt moyen en réalité. Désolé. T'as de la chance de pas avoir Twitter, mec. J'ai pas Twitter, vous pouvez pas m'engueuler. Donc désolé les fans. Moi, Joel Schumacher, non. Désolé, je trouve qu'il a... En fait, voilà, juste pour... Pendant le film, je me disais, putain, ça aurait été trop bien si ça avait été réalisé par Joe Dante, tu vois. Alors, qu'est-ce qui t'a dérangé chez Schumacher, en fait, dans ce film ? Après, je comprends le côté quand même culte du film, parce qu'il a quand même ce truc... c'est les années 80, ce que tu disais, Romain, quoi. Le film transpire les années 80, donc je comprends que ce soit devenu culte, mais je trouve pas ça bien filmé, bien écrit. Il y a vraiment... Et c'est Mathieu qui disait que le film avait le cul entre deux chaises, et je suis d'accord, je trouve que ça le dessert énormément en réalité. Alors, quand vous dites le cul entre deux chaises, vous voulez dire quoi, en fait, précisément ? Moi, ce que j'entends par là, c'est que le film, il est un peu entre, genre... un vrai film de zombies, entre guillemets, un film un peu sérieux, avec des gens qui se transforment, et un film d'enfant, genre... un peu à la Joe Dante, tu vois, un truc un peu léger, pseudo-horreur, mais un peu léger, quoi, un film d'épouvante type Gremlins, un petit peu, où... Le film, il est un peu le cul entre les deux chaises, là, et moi, je trouve que ça fonctionne pas, quoi. J'aurais aimé soit voir l'un, soit l'autre, quoi. Moi, je trouve que il y a un truc derrière ça, en fait. Moi, je le prends comme une métaphore de l'entrée dans l'adolescence et de la crise d'adolescence, parce qu'en fait, t'as un gap entre ce que vit le personnage de Michael et comment il le vit et comment il le perçoit, comme l'adolescent qu'il est, en fait, qui ressent les choses plus dramatiquement, plus intensément, et la manière dont vit son petit frère, l'histoire, et même sa famille, en fait, qui est beaucoup plus légère. Ouais, moi j'ai repris le truc aussi comme ça. Il y a vraiment une métaphore de le passage à l'adolescence, âge adulte, où le corps change, tu contrôles plus rien, en fait. Comme cette séquence où du coup il voit qu'il commence à voler tout seul, il se voit plus dans le miroir. Je trouve ça vachement futé, en fait, de faire une métaphore là-dessus. Sachant que c'est vraiment un film à métaphore. C'est en plus hyper queer codé. J'ai jamais su si c'était volontaire ou pas. Est-ce qu'il le savait ? Parce que les années 80 en fait sont queer codés à fond. Je sais pas s'il le savait ou pas, mais je le range quasiment presque au rang de Freddy 2 en termes de mecs qui se cherchent tout le long du film, entre Kiefer Sutherland qui joue un vampire du coup qui tente absolument de pas te séduire officiellement, mais il y a un peu de ça, on va dire, le personnage de Jason Patric, Michael, il me semble, dans le film. C'est ça. Je trouve ça vachement cool que ce soit autre chose qu'une bête bisserie de oh des vampires, on va leur casser la gueule, etc. Personnellement. Mais ok. Et toi, alors, du coup, Mathieu, quand tu disais le cul entre deux chaises, c'est ce que tu voulais dire aussi ? Ouais, c'est un petit peu ça, parce que un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était pas forcément Joel Schumacher qui était prévu pour réaliser le film, c'était Richard Donner. Et Richard Donner, il s'est retrouvé appelé sur un film peut-être un peu plus important qui s'appelle L'Arme Fatale. Donc bon, on va pas forcément lui en vouloir, quoi. Ça peut se comprendre. Du coup, le truc a été repassé à Joel Schumacher, qui lui, quand il a vu le scénario, il a dit bon, ok, mais par contre, cette espèce de truc qui ressemble un petit peu aux Goonies, moi ça me plaît pas des masses, mais j'accepte en fait de faire le film si on vieillit les personnages. Et en fait on est passé d'un truc un peu enfantin qui était un petit peu dans la lignée des Goonies de Richard Donner à quelque chose d'un peu plus sexualisé, quoi. Et c'est vraiment ce truc là en fait que je trouve un peu bizarre, c'est à dire que le film il est pas non plus pour les gamins, il est pas non plus pour les adultes, il est pour les post-ados. Et pour moi, c'est une espèce de chaînon manquant entre deux autres films de vampires qui sont sortis la même année. Monster Squad, qui lui, par contre, est clairement destiné aux enfants, aux pré-ados, enfin aux très bon film au passage. Ans, tu vois. Très très bon film de Fred Decker aussi au passage. Et un autre film de vampires qui lui est clairement destiné aux adultes,
qui est Aux frontières de l'aube, Near Dark de Catherine Bigelow, qui est une espèce de western crépusculaire, gore, un peu Bill Paxton dingue. en roue libre. Avec Bill Paxton en roue libre, ouais. Qui aurait d'ailleurs très bien pu faire partie de la bande de The Lost Boys, qui fringuait un peu pareil. Mais voilà, moi, The Lost Boys, je le trouve que c'est une espèce de film bâtard et en même temps de chaînon manquant entre ces deux autres films de vampires qui ont des cibles complètement différentes. Ok, ça se défend en effet. Moi, j'ai pas senti cette rupture entre le film d'enfant et le film d'adulte. J'étais dedans direct. Après, moi, je suis client de ce genre de choses un peu, on va dire, vintage. J'ai découvert le film, j'avais 27 ans déjà, donc j'étais pas dans le mood où je m'identifiais au personnage. Même si je trouve que Michael, pour un adolescent, ressemble vraiment à un mec de 40 ans. Mais ça, c'est Ouais. de l'époque. Son petit frère est clairement un adolescent, par contre. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que David, il a 14 ans, quoi, soyons clairs. Et exactement, du coup, ça a un vrai contraste, en fait, où le mec en face pourrait jouer son daron, alors que c'est son frère. Mais bon, ok, on passe au-dessus. Moi, je suis vraiment tombé amoureux des deux chasseurs de vampires, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux adolescents aussi, chasseurs de vampires, qui tiennent une boutique de comics jouée par Corey Feldman et un autre Corey, il me semble, qu'on fait un duo pendant assez longtemps. C'est les deux Corey, ouais. Qui sont hyper premier degré. Donc Corey Feldman qui parle avec une voix en fait d'adulte tout le long, alors que le mec il a 14 ans, ça se voit. Voilà, et qui tente de chasser des vampires et qui se rend compte qu'en fait il y a des vrais vampires dans le coin. Et je trouve ça vachement cool. Il y a un petit côté Goonies en fait qui moi m'a pas déplu, et c'est là en fait où je pense que l'influence de Richard Donner aurait dû faire sa magie en fait. Mais voilà. Je trouve aussi qu'il y a un vrai talent d'acting d'un des acteurs du film, on sait tout ce qu'il sait, Kiefer Sutherland, qui pour moi porte l'entièreté du film en termes de jeu quand il joue son vampire en fait. Le gars, il pète le charisme tout le long alors qu'il a un mulet quand même. C'est fou. Mulet avec les cheveux en pique, ça n'a aucun sens, et le mec, il est giga sexy. Genre, Mais il est incroyable. Comment fais-tu ? Quel est le secret, si tu veux ? Mais voilà. Toi, Mylène, t'en as pensé quoi ? Alors moi, je suis pas du tout objective, c'est un Mylène movie, donc c'est très compliqué pour moi de dire un truc négatif sur ce film, déjà parce que je l'ai vu jeune, donc à chaque fois que je le revois, il y a un espèce de bon nostalgie qui se crée. J'étais aussi très fan des films avec les deux Corey, donc Corey Feldman et Corey Haim, donc les revoir ensemble, il y a un côté très touchant, sachant que le dernier Lost Boy était du coup en hommage à Corey Haim, qui est décédé en 2010, si je me trompe pas. Donc ouais, il y a, Corey Feldman a très mal vécu le décès de parce qu'ils étaient très très proches dans la vie et dans la vraie vie. Et donc du coup, ouais, il y a un truc un peu genre mi-nostalgie, mi un peu mélancolie. Et c'est un film que je trouve incroyable. C'est vraiment, ça sent la VHS. Quand je le vois, j'ai l'impression de replonger dans les années 80. Ouais. Et pour le coup, j'ai pas senti ce gap justement au niveau donc entre l'enfance et l'adolescence, parce que je trouve hyper intéressant de voir le comportement donc de Corey Haim qui est dans les comics en mode on va chasser du vampire, un peu en mode je m'invente un monde. Au départ ça aurait pu être ça, en mode vraiment il s'invente un monde fantastique qui n'existe pas, et Michael qui souffre, qui doit lutter, qui d'ailleurs à un moment se transforme et veut pas que son frère le voie comme ça, donc qui lui cache un peu la vérité crue en gros. Et du coup je trouve que ça c'est hyper intéressant de voir aussi lui comment il va gérer cette nouvelle ville, parce que c'est ça, c'est une mère célibataire qui retourne vivre chez son père avec ses deux enfants qui détestent cette ville, qui ont clairement pas envie d'être ici, et qui du coup vont se retrouver confrontés à des vampires. Et donc ouais, non, c'est un film que j'aime beaucoup, et il est dans mon top de films de vampires, et c'est vrai que pendant longtemps j'ai cru qu'il était culte pour tout le monde, parce que je voyais qu'aux États-Unis il avait très bien marché, et que c'était un film culte, et quand j'en parlais avec mes potes, tout le monde me disait non mais je connais pas. Donc je me sentais un peu seule au monde. En France, ça a vraiment été oublié vite, à part la génération qui l'a vécu au cinéma à l'époque, sous le nom Génération Perdue. Déjà, en fait, voilà, en France, on dit, tu connais The Lost Boys, les gens vont te dire non. Par contre, tu dis Génération Perdue, peut-être que déjà, ça a commencé un peu à revenir, mais ça a vite été oublié, étonnamment. Ouais, je pense il a pas autant fait parler de lui, et quand je vois déjà Vampire, vous avez dit Vampire, pareil, il a été quand même relativement oublié, sauf pour ceux qui l'ont vu en VHS. Du coup, c'est vrai que c'est des films un peu comme ça qui ont été vus soit quand t'étais enfant et tu les adores, mais sinon en France ils sont quand même moins connus. Et la BO, comme tu l'as dit, elle est incroyable. Elle est sortie en vinyle, le disque RD, j'ai foncé dessus. Elle est vraiment très très chouette. Ouais. C'est une compile, pareil, nostalgie à fond. Et franchement, non, c'est un film que j'aime beaucoup et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le revoir. Par contre, les deux suites, faut qu'on en parle. J'ai souffert. Oui, faut qu'on en parle. Ça fait partie de ces franchises qui se sont réveillées 10 ans plus tard pour relancer le truc. Alors qu'il y avait vraiment aucune raison en fait de continuer. Déjà, c'est un film qui se suffit à lui-même. Mais c'est ça. Tout au plus des romans, des comics, encore ok, why not. Mais faire des suites direct ou vidéo filmées avec un Canon 5D dans un parking,
c'est peut-être pas nécessaire, les mecs. Mais ouais. Il y a 2 suites. J'ai vu que le début du 2, moi, j'ai arrêté. C'est ce que j'allais dire. Toi, t'as vu que le 2. Parce que le 3, c'est horrible. Surtout que tu dis comme quoi Corey Feldman, prend une voix d'adulte. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai souffert vraiment intensément parce que je les ai vus en VF, donc le 2 et le 3. Et la VF de Corey Feldman, elle est horrible. Elle en fait des caisses. Et dans le 3, il se prend pour Rambo. Il tue des vampires dans une rave party. Il y a un vampire qui saute d'un avion. Et franchement, j'ai cru que j'allais faire une crise devant ce film. Le 3, c'est horrible. Ne regardez jamais Exactement. ça. Horrible. Faites-vous un kiff, ceux qui nous écoutent, allez sur Google et tapez The Lost Boys 3 Google Images et l'affiche, elle est en effet exceptionnelle. Ah ouais, c'est chaud. C'est triste, mais par contre, on est arrivé là, tout pour un film aussi culte. Dans le 2, ils ont voulu faire un petit clin d'œil parce qu'il y a le petit frère de Kiefer Sutherland qui joue dedans, qui a beaucoup moins de glow que Kiefer Sutherland, qui était mon gros crush. Franchement, avant Spike, il y avait Kiefer Sutherland. Je suis désolée, c'est comme ça. Gros crush de ma vie. Et quand je l'ai vu après dans sa série 24 heures chrono, je ne sais plus quoi, je me suis dit, ah oui, c'était le même mec. Ok, grand moment. Refais un mulet, s'il te plaît. S'il te plaît, remets tes boucles d'oreilles. Ressort le mulet. Il avait dit en convention, il y avait eu une convention spéciale avec la réunion de tous les Lost Boys il y a 2-3 ans à Manchester, à For the Love of Horror, qui est une convention de malade, qu'il faut absolument que je fasse un jour, qui invite d'ailleurs tous les ans, Tim Capello, qui est le saxophoniste du film, qui fait des concerts. Voilà, c'est... Il est torse nu ou pas? Il est torse nu. Il est torse nu et il joue le personnage à fond. En fait, lui, c'est sa vacance, en fait, si tu veux. Donc, forcément, voilà. Et il avait parlé sur scène de ce fameux mulet en disant plus jamais les mecs. Alors que ça lui va bien. Mais oui. C'est un des rares mecs qui peut avoir un mulet, il refuse de le porter. Je trouve ça un petit peu décevant. Bah, ils sont 2, hein. Il y a Kiefer Sutherland et Jean-Claude Van Damme. Hein. C'est les 2 mecs qui sont stylés avec des mulets. Oh, il y a Bernard Minet aussi. La vache. Il l'a Alors, jamais pour les plus quitté. jeunes qui nous écoutent, Bernard Minet, c'était... Ah, si, c'est marré. C'est ça. Oh putain. Ok. Et du coup, toi, Lily, t'en as pensé quoi du film? J'ai adoré. C'était trop bien. Voilà, alors moi, Ouais. pour le coup, je suis très très cliente de l'esthétique clip de la fin des années 80. J'adore ça. Et la musique est hyper cool. Ça m'a fait penser un petit peu dans l'ambiance. Hein. Vraiment rien à voir dans le propos, mais l'ambiance m'a beaucoup fait penser à Highlander de Russell McCauley. Et c'est tout à fait ma came. Et puis j'ai trouvé que même si The Lost Boys peut paraître un peu daté, ça reste une histoire de vampire loin de celle dont on a l'habitude. On n'est plus vraiment sur un Nosferatu solitaire qui porte une cape tout seul au fond de son château. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un des films qui renouvelle un peu le mythe du vampire. On garde les bases, mais on modernise à la sauce 80, début 90. Et du coup, ça donne un petit côté comics, légende urbaine, façon les contes de la crypte. Voilà, bah, pareil, ça c'est vachement ma came, donc j'ai beaucoup aimé. Donc, moi, personnellement, je trouve le film assez bien écrit, même si, le scénario est un peu léger, plutôt bien réalisé. Moi, je suis pas allergique à Schumacher. J'aime bien le personnage en fait parce qu'il faut savoir que Joel Schumacher c'est une espèce de frics, c'est un artiste barré qui venait de la mode, il a fait les grandes écoles de mode, il a commencé dans le cinéma en faisant des costumes chez Woody Allen et c'est quelqu'un qui prenait énormément de drogue, beaucoup de drogue et qui parlait énormément de sa sexualité. Il aimait être une sorte de marginal et le revendiquer, et je trouve que ça transparaît pas mal dans Génération perdue. Ouais. Les vampires, ils sont censés être les méchants, mais ils ont une image plutôt cool et assez vendeuse. Et donc c'est tout l'intérêt de le film est un genre de rassemblement de marginaux. Il y a cette mère qui est une ancienne hippie marxiste. Il y a les vendeurs de BD geeks qui sont antifa. Il y a évidemment, il y a les vampires rockers, queer, fans des Doors. Il y a le grand-père, une sorte de redneck, on sait pas trop, qui empaille tous les animaux qu'il arrive à trouver. Et du coup, ça meilleur fait personnage, genre, le grand-père. C'est des générations perdues, en fait. C'est chacun, dans leur génération, c'est des marginaux, en fait. Aussi, l'image de l'ado qui cède à la tentation, c'est un truc qui le titille. Donc, je pense que le scénario, c'est une chose, mais que Schumacher, il va imposer sa patte plus dans le traitement des personnages et surtout dans la manière de filmer le vampire. Comme un tentateur, comme un marginal incompris. Une rockstar, un peu. Ouais, exactement.
Bah, c'est même dans la punchline en fait du film, hein, sur l'affiche, c'est marqué dormir toute la journée, faire la fête toute la nuit, c'est cool d'être un vampire. T'as tout le concept qui est là. Grave, bah comme je disais tout à l'heure, moi je pense vraiment qu'il a fait partie des films qui ont eu un impact ensuite sur les histoires de vampires modernes. Hein. Underworld, Blade, La Nuit déchirée, La Reine des damnés, c'est des esthétiques tout à fait à la Lost Boys. Et je me demande même s'il a pas mal influencé Buffy contre les vampires. Je pense dans le 2. Ouais, l'esthétique. Une des expressions du film est reprise dans Buffy déjà aussi. Ouais. Non, mais l'esthétique du vampire cool, nonchalant, en cuir, rockstar, comme tu disais, c'est tout à fait Spike et Angel dans une moindre mesure. Il y a aussi la bande son hyper marquée de son époque, le milieu urbain, l'adolescent en lutte avec les forces du mal. Je vois vraiment un écho dans Buffy contre les vampires, quoi. Et même dans le maquillage, les prothèses, elles ressemblent beaucoup aux prothèses qu'on peut voir dans Buffy. Tout à fait. On a mentionné les Doors vite fait là. Et je trouve justement qu'il y a un truc un peu malhonnête avec cette séquence au tout début où il y a People Are Strange en fait, où j'ai l'impression que le film essaie de me pécho en fait en mettant les Doors parce que tout le monde aime les Doors, et du coup en plus il y a des gros plans sur des punks, des gens un peu marginaux comme ça. Je trouvais pas ça très fin et un peu malhonnête comme scène, enfin comme séquence, je sais pas si... Mais je trouve en fait que moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce film ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? À part le passage à l'adolescence, est-ce qu'il me dit que faire du sexe, c'est pas bien ? Est-ce qu'il me dit que, en fait, si, c'est cool ? Est-ce qu'il me dit qu'il faut se droguer ? Est-ce qu'il me dit qu'il faut tuer des nazis ? Est-ce qu'il me dit que... Enfin, et je me suis dit, mais ça part dans tous les sens. Et en fin de compte, je me suis dit, mais c'est ça, c'est qu'il y a la fête foraine qui est au centre du film. Et avec tous ces marginaux qui se croisent, ce rock, ces figures un peu iconiques. D'ailleurs, il y en a de partout. La maison du grand-père, elle déborde. La fête foraine, elle déborde de trucs. Le repère des vampires, il est débordant d'objets, de références, de trucs déchus aussi. Et en fait, c'est ça le film, c'est un maelstrom, c'est un galimatia de contre-culture, toutes mélangées ensemble. Et en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout de la cohérence du truc, et c'est la force du film, mais c'est aussi un peu sa faiblesse. Je savais vraiment pas où le positionner. Je trouvais que tous les personnages étaient un peu... Il y a des trucs très intéressants, par exemple, celle qui est tentée par le vampire, à la fin, c'est quand même la mère. Et ça, c'est super rare que ce soit la mère du héros qui tombe dans les bras du vampire. Il y a des trucs comme ça qui sont des retournements de tropes qu'on a on va dire classique du vampire, et en même temps j'ai l'impression que le film est un peu bavard, il veut en mettre de partout, il veut parler de plein de générations différentes, de plein de trucs différents. C'est une réécriture de Peter Pan un peu bancale. Il y a les vampires, ils veulent pas vieillir, mais au fond les enfants ne veulent pas devenir des adolescents. C'est ça leur rejet du vampire aussi, c'est que le grand frère grandit, ils veulent le buter, quoi. C'est un petit peu un refus de grandir aussi. Et enfin bref, ce mélange de plein de trucs, il y a un peu à boire et à manger dans ce film, et je pense que chacun peut y voir un peu ce qu'il a envie d'y voir. Ce qu'il veut voir. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu puritain sans le vouloir ? Est-ce que c'est quand même une imagerie super queer Est-ce que c'est pas aussi symptomatique de l'époque aussi, le côté puritain, on n'ose pas y aller, parce que les Américains et le sexe déjà c'est compliqué, mais en plus dans les années 80, Reagan, tu vois, en plus. C'est ça, parce que je trouve, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le début du film avec cette fête foraine qui montre clairement des jeunes dans la précarité, dans la pauvreté. On voit des gamins fouiller les poubelles, et je me suis dit c'est un peu la mort du rêve peace and love, quoi. C'est cette génération-là qui n'a plus rien. Et je vais faire une pas comme tellement. C'est ce carnaval qui leur permet de survivre, à leur adolescence et à ces années extrêmement difficiles, on va dire politiquement, qu'ils sont en train de vivre. Ça me tue parce que c'est un avis que je trouve totalement valide et super intéressant. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut voir plein de choses dans ce film. Toi, tu as une vision hyper profonde du machin, et moi, je suis là en mode « Ouah, c'est mon Twilight, en fait. » Mais il y a un truc puritain comme dans Twilight aussi, si tu veux. Dans ces trucs de l'adolescence et du monstre, je pense à Ginger Snap, clin d'œil Mylène, où il y a le monstrueux et l'adolescence, il y a quand même souvent le monstrueux et la sexualité. Et est-ce qu'on fait un truc où les méchants sont queer-codés, comme c'est souvent le cas, comme chez Disney, c'est Benjamin Patino, Bolchevique, qui en parlait dans son bouquin, où les méchants sont des figures queer parce que c'est le seul
espace d'expression qu'on arrive à leur donner. Et en même temps, ça donne aussi une image de les queers, c'est les méchants, quoi. Et je pense que là, sur la sexualité adolescente, il y a ce même truc. C'est attention, si tu couches, tu deviens un vampire ou un loup-garou. Puis le vampire et la sexualité, c'est des thématiques qui ont toujours été mises en lien. Hein. La tentation de devenir un vampire, de coucher... ça a toujours été intrinsèquement lié en soi. En plus, ils te font croire que c'est mauvais. Alors que moi, tu me dis, on ken, tu deviens un vampire, mais comment j'y vais ? En fait, c'est bon. Mais on t'a pas dit, personne t'a dit. Merde. Dans Buffy, t'as aussi ce truc que quand elle couche avec Angel, donc qui est un vampire, il devient méchant, il perd son âme. Et je crois que tu retrouves un peu ça dans Génération Perdue. En fait, c'est du moment que t'as la puberté et tout, tu vrilles un peu et que tu découvres la sexualité, tu deviens une autre personne, tu passes à l'âge adulte et ça peut perdre ton innocence et ta légèreté. Je crois que c'est ce que le film veut dire, mais pour rejoindre Amélie, il y a aussi une part de pessimisme dans The Lost Boys et dans pas mal de films de la fin des années 80. Parce que les années 80, c'est les années fric, les années frime. Mais vers la fin, il y a une nouvelle récession économique et c'est le début de la fin de l'industrie, Détroit, tout ça. Et t'as un côté un petit peu pessimiste dans les films de cette époque, dont Lost Boys fait partie, et que tu peux retrouver j'en parlais tout à l'heure, dans Highlander ou dans Robocop, par exemple. Je suis vachement plus client des films un peu pessimistes du rêve américain comme ça, mais plutôt des années 70, l'époque où les gens étaient en train de le vivre, plutôt que les années 80, où là on te parle des hippies, le mouvement Flower Power qui a pas marché, la mère qui finit par bosser dans un vidéoclub, machin. Je trouve que ça devient un peu facile, et je pense que c'est ça que je reproche un peu au film, c'est que je le trouve un petit peu facile, un peu... je lui trouve pas de... Alors, pas de panache, ce serait un peu dur parce que le film, forcément, les personnages sont flamboyants, pardon. Mais je sais pas, ouais. Et je sais plus qui disait tout à l'heure que ça lui faisait penser à des clips justement des années 80. Ouais. C'est vraiment dans l'esthétique clipesque, quoi. Ça, c'est propre à Schumacher, malheureusement. C'est un mec qui vient de la pub. C'est un mec qui à l'époque, en plus, ouais. Fin années 80, c'est le pic, si tu veux, clipesque. On est après Rocky 4 en termes de clips. C'est mort. Tout le monde est à fond là-dedans. D'ailleurs, les gamins, ils disent il n'y a pas la télé, tu te rends compte, on ne pourra pas regarder MTV. Donc c'est vraiment voilà. un clin d'œil. C'est le début d'MTV. Clairement, et ça se ressent vraiment sur la photographie et le montage, qui est très très cuté. Comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fondus enchaînés, mais c'est très pop, en fait. Les couleurs ressortent sans arrêt, c'est toujours flashy, etc. Tout est stylisé. Ça me faisait quand même vachement plus penser à un téléfilm, en fait, finalement. Oh non. Waouh. En réalité, si, hein, ça me faisait vraiment passer... En termes d'éclairage et tout, ça fait vraiment... on n'a pas trop d'argent, on n'a pas trop le temps, on va éclairer comme les feux de l'amour un peu là. Non. C'est... Moi, je me solidarise. Je sais que je suis tout seul contre 5, hein, je sais, mais En vrai, c'est une esthétique qui vient de la télé, c'est une esthétique un peu toc, mais que Schumacher adore. Donc pour le coup, là, c'est plutôt un choix de direction artistique, quoi. Et moi, j'aime pas Schumacher, et du coup, moi, ça me parle pas, et ça, quand je vois ça, ça me... Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de Aux frontières de l'aube, qui est sorti la même année. Bah, moi, je choisis tous les jours Aux frontières de l'aube face à Génération Perdue, quoi. Je trouve ça vachement plus abouti. Moi, j'ai très très honte, mais j'ai revu Aux frontières de l'aube il y a pas très longtemps, et en fait, c'est un film que j'arrive pas vraiment à apprécier au premier degré. Le film m'ennuie poliment. Enfin, je reconnais qu'en fait, on peut l'apprécier ou quoi, qu'à l'époque, c'était peut-être un film important, voilà. Mais c'est vraiment loin d'être mon film de vampire des années 80 préféré. Et alors que vraiment, Joel Schumacher, c'est vraiment loin d'être un réalisateur que j'apprécie. Je suis pas loin de préférer The Lost Boys à Frontières de l'aube. Totalement. Moi, je serais plus dans cette optique-là aussi. Mais parce que je suis plus friand du côté pop et MTV que le côté un peu plus sombre. Donc forcément, je pense que ça dépend vraiment des goûts. Alors que c'est des films qui sont très similaires, en fait, comme vous l'avez souligné, en termes de costumes, de personnages, etc. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un sous-genre qui a pas duré longtemps, très propre à la fin des années 80. Il y avait ça, il y avait Fright Night, on en a parlé tout à l'heure, Vampire, vous avez dit Vampire, et sa suite aussi, qui est pas dégueulasse, moi je l'aime bien, qui est dur à trouver, mais qui vaut le coup d'œil. C'est grâce à Fright Night que Lost Boy a été lancé, hein. Oui. C'est grâce à son succès qu'ils se sont dit qu'ils allaient partir là-dessus. Totalement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui ne fonctionne que dans cette époque-là. Je pense par exemple au remake de Fright Night. T'enlèves le côté MTV et le truc qui est vraiment propre à l'époque. T'as un truc aseptisé qui a aucun sens. C'est pour ça que je pense que les suites et le futur reboot de The Lost Boys qui arrive en série télé bientôt là, ça marchera jamais. Ah bah non. À moins de se la jouer Stranger Things, et ce serait un peu un aveu d'échec. Ouais.
Je Parce pense. que c'est un truc hyper ancré dans son époque. C'est ça. Bon, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Clairement, c'est pas annoncé, mais je pense que ça marche bien, la nostalgie. On est dans la pleine époque de surconsommation de nostalgie des années 80, donc je pense qu'ils vont aller là-dedans. J'espère pas, je suis curieux. Mais après, ça serait pas non plus étonnant qu'on ait un renouveau, entre guillemets, du film de vampire, étant donné que c'est une figure horrifique qui est quasiment absente des écrans de cinéma depuis un peu moins de 10 ans, quoi. Ouais. J'ai plus le numéro en tête, mais je sais que dans un ancien magazine, dans un ancien Mad Movies, il y a 2-3 ans, je crois, il y avait un gros dossier sur la figure du vampire qui expliquait en quoi, pourquoi plutôt le vampire était absent des écrans depuis un long moment, quoi. Et je crois de mémoire c'était François Co qui avait réalisé ce truc-là, et c'était vraiment génial parce que du coup, on comprenait un peu mieux avec ce qui était devenu le vampire, avec Twilight, avec plein de trucs un peu moyens pour être poli, et comment en fait il s'était effacé. Pour laisser place en fait à des figures beaucoup plus la sorcière, le zombie, non peut-être un peu moins romantique, un peu plus actuel, un peu plus ancré dans leur époque, quoi, parce que le côté ouais, je suis un vampire, sniff, machin, je suis immortel, je vais écouter de la musique en ayant l'air un peu grave et tout ça, puis j'ai des problèmes de cœur, sniff. Enfin, il y avait un côté un peu ridicule, quoi, au bout d'un moment, je trouve. Enfin, on avait un petit peu fait le tour et il fallait un petit peu enterrer le truc pour passer à autre chose, quoi. Je résume grossièrement, hein, c'était pas tout à fait ça, mais c'était... Oui, t'inquiète, on va pas non plus tergiverser trop longtemps, de toute façon on arrive à la fin. Mais je suis d'accord par contre sur un truc. Le vampire va revenir. Déjà, ils ont réannoncé un reboot de Twilight bientôt. Oh non. Alors, Mais hérésie non. Oh totale. non. Si, un reboot arrive. Ça va peut-être le plomber pour 10 ans supplémentaires, hein, ça se trouve. Hein. Ouais, c'est possible, ça peut peut-être en fait retuer le machin avant qu'il arrive. Je me souviens avoir lu série télé, mais je suis vraiment pas sûr. Mais c'est pas genre une adaptation du dernier livre, ils ont sorti Si. un livre il y a 2-3 ans. Là, c'est pas une Je sais adaptation vraiment de ça, pas. plutôt ouais. En tout cas, Twilight revient. Est-ce que c'est une bonne chose pour le genre ou une mauvaise ? Nous verrons. On sera là pour en discuter, bien sûr parce qu'on va se le faire. De toute façon, le meilleur film avec des vampires, c'est Vampire en toute intimité. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Non. Ah, je préfère la série. On va avoir un Le débat Taika sur un Waititi, film de là. vampire. Ah ouais, non, mais il y a un vrai débat à avoir sur le film de vampire de toute Les façon. Prédateurs, Mais, c'est C'est mort, c'est meilleur. le meilleur film de vampire. Je suis plutôt friand de 30 jours de nuit, qui était terrifiant, je trouve. On en a eu un l'année dernière, My Heart Can't Beat Until You Tell It To, je crois, c'est le titre. Où là, le vampire, c'est une fratrie. L'un des trois est un vampire et en fait, c'est vécu vraiment comme une maladie, quoi. Et du coup, ses frères sortent, son frère et sa sœur sortent dehors, tuer des gens, les ramener dans leur coffre pour nourrir leur frère qui est alité, en fait, qui est faible. Et là, c'est pas du tout vampire séducteur tout puissant. Au contraire, c'est une chose fragile qu'il faut protéger, qui souffre vraiment de son état. Et même si c'était un film assez... c'était pas un grand film, mais c'était quand même une nouvelle vision du vampire, vraiment dans la maladie et la souffrance. C'est marrant, moi je trouve qu'il y a un autre film l'année dernière qui a fait parler et qui a terminé le genre du vampire, c'est Morbius. Voilà. Morbin Je Time. pense qu'il y a eu un avant et un après, voilà, c'est ça. Depuis, peut-être pour ça qu'il n'y a plus de vampires au cinéma. Et je pense malheureusement à un autre film de vampire un peu honteux, puisqu'on est dans ce genre de truc-là. Ultraviolette, avec Mila Jovovich, sorti en 2006. Ah, je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est, ce truc avec les motos là, Ouais. motos violettes où la perspective n'a aucun sens et tout là, c'est ça ? C'est un des pires ratages visuels jamais créés, à tel point que Mila Jovovich ne veut plus en entendre parler. Et ben pourtant, c'est parce qu'il lui manque les ratés visuels. Ouais, Pourtant, Mais elle voilà, est sûre, pour que Mila Jovovich dise on arrête, c'est qu'il y a vraiment un souci. Tournage infernal, etc. C'est un vrai ratage, authentique merde, qu'il faut voir, parce que c'est quand même vachement instructif sur comment est-ce qu'un film avec de l'argent foire un peu tout. Donc voilà. On a un peu dévié, hein. On est passé de Lost Boys à Ultraviolette. Je suis désolé, c'est l'aspect shitlist qui revient. Mais par contre, c'est dans mes veines. on a quand même eu des choses bien. Hein. En 2014, il y a quand même eu A Girl Walks Home Alone at Night, qui est assez incroyable Ouais. et qui renouvelle très bien la figure du vampire. Là, on est sur une vampire qui va chasser la nuit des prédateurs, qui devient la prédatrice. Donc là, le mythe, il est vraiment renouvelé. C'est hyper intéressant. J'avais une question pour recentrer le débat sur The Lost Boys. Parce que du coup, comme vous êtes tous plutôt fans du film, moi j'ai peut-être un truc que j'ai pas trop compris dans le film, mais toute la parenté avec Peter Pan et tout, j'ai l'impression que c'était hyper brouillon et je crois que je suis passé à côté du truc, ou soit Non, le mais film est un peu brouillon. C'est hyper brouillon. C'est hyper brouillon de toute façon.
en tout cas, moi, c'est juste le titre The Lost Boys qui fait évidemment référence. Le fait qu'ils ne veuillent pas vieillir. Et après, il y a quand même certains analystes du bouquin de Barry qui émettent l'hypothèse qu'en fait, les enfants de Peter Pan, les enfants perdus, ne grandissent pas parce que Peter Pan les tuerait quand ils deviennent adolescents. Et du coup, ça ferait un petit peu écho avec ici ce jeune frère qui voit son grand frère grandir, qui voit son grand frère ne plus être un enfant et qui du coup, il veut le tuer. Enfin, lui, il ne veut pas le tuer, mais il y a quand même tout un plan qui est mis en place pour en tout cas le mettre hors d'état de nuire, on va dire. Et c'est peut-être là où il y a effectivement une réécriture un peu de Peter Pan. Enfin, en tout cas, moi, selon mon point de vue, après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, Peter Pan, ce serait plutôt, au contraire, le vampire, le chef des vampires, du coup, qui est pas celui qu'on pense et qui en fait veut. Oui, mais c'est pour ça, c'est un peu hybride. Ouais, et qui en fait veut garder ces jeunes hommes autour de lui. Mais surtout qu'il le dit en fait. Genre Capitaine Crochet, tu vois, mais vu que c'est un peu le méchant, je pense que ça peut. En fait, à la fin du film, il le dit. Il dit qu'il veut chercher une mère pour ses enfants quand il veut la transformer. Il le dit qu'en fait, il s'est rendu compte qu'ils étaient très malheureux sans mère et que du coup, il a besoin de leur trouver une mère. Et s'y prend peut-être pas très bien. Il a pas dit malheureux, il a pas dit genre en colère ou un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est un truc comme ça. Et en gros, qu'ils évoluent mal, en fait. C'est ça, voilà. Qu'ils ont pas de repères. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà bien débattu. Je pense que les gens qui nous ont écoutés jusque-là, ils auront envie de le voir. Je relance du coup, en un mot, le film, Dario. Passe, je reviens. Laissez-moi le retrouver. Vas-y, je repasse. Mathieu. Mulet sur 20. Mulet sur 20. Amélie. Ouais, saxophone, je vais le dire. Ah putain, c'était le mien. T'es trop évident. Mylène. Slip en cuir. Ça passe. Lily. Vaporeux. Voilà, j'ai trouvé l'ambiance du film vaporeuse. Oui, c'est l'époque où tous les films étaient pleins de vapeur sans raison, mais parce que c'était comme ça. Tout à fait. Dario, du coup, peut-être Alors j'ai dit, soit je dire. suis rigolo, soit je suis méchant avec ce film que tout le monde a l'air d'aimer sauf moi. Tu peux assumer, t'inquiète pas. Bon, je vais dire téléfilm alors, voilà. Désolé. Que dire après ça? J'ai envie de contrer avec un cinéma, tu vois. Histoire de... voilà. Ce sera le mot de la fin. C'est voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci Dario. De rien. Merci Mathieu. C'est à toi. Merci Amélie. Merci beaucoup. Merci Lily. Mais merci à toi. Et merci Mylène. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc. Passez une bonne semaine et on se voit vendredi prochain. Salut. Bisous. Salut, à bientôt.